Bonjour, bienvenue tout le monde à Balado Ludique, un podcast dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et de société. Aujourd'hui, déjà l'épisode 15, on parle des jeux de bluff et de négociation. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de Jean-François. Salut JF, j'espère que tu es en forme. Oh yes, ça va bien toi? Oh oui, bien excité là, d'enregistrer un nouvel épisode déjà. Oui, exact. Bluff et négo, quand même une bonne catégorie. Hein. Il y a des choses à dire. Il y a beaucoup, c'est aussi comme deux styles un peu différents, mais qu'on va voir qu'il y a beaucoup de jeux qui ont les deux à l'intérieur. Donc, encore une autre émission chargée, je pense, aujourd'hui. Ouais, ben là, c'est ça. On va essayer quand même de garder ça dans une durée raisonnable. On sait que le dernier épisode avait vraiment dépassé les bornes, mais c'était un épisode spécial. Il était attendu depuis le début de l'épisode 1. Mais bon, aujourd'hui, on reste en bas d'une heure. En bas d'une heure? Wow! Gros défi, ça. J'y crois pas, mais on va faire notre possible pour y aller expéditif. Donc, on peut tout de suite peut-être commencer à enchaîner. Aujourd'hui, on va parler de quelques jeux qu'on a joués dans les dernières semaines, c'est bien ça? Oui, absolument. Si tu veux, je peux même commencer. En fait, je suis encore en train de traiter toute l'information que j'ai des jeux que j'ai joués là, au LAL. Donc, on avait Ouais. parlé un peu de l'événement. C'est encore un peu là, quelques jeux que j'ai essayé à cet endroit-là qui sont quand même intéressants puis qui fit un peu dans le thème de l'épisode. Destination X, en fait, qui est un jeu là, qui vient tout juste de sortir, qui était quand même attendu dans le genre. Là. C'est un petit jeu de déduction de party. Donc, mais c'était un jeu que les gens en parlaient, tout. Et c'est un jeu qui livre la marchandise. Là. En gros, un joueur va être l'espion et les autres, les enquêteurs. Il va y avoir des drapeaux de certains pays, dans le fond, pigés au hasard là, sur la table. Ça, c'est les destinations possibles. Le fugitif, dans le fond, va choisir secrètement une des destinations disponibles sur la table, ouvrir il y a un livre avec plein de tous les pays dans le fond à l'intérieur, va ouvrir le livre d'espion, va aller trouver la page de son pays. Et sur ce pays-là, dans le fond, il y a une série d'informations, toujours les mêmes d'une carte à l'autre. Les autres joueurs, dans le fond, les enquêteurs, à tour de rôle, vont poser une question sur, disons, c'est quoi la population de ce pays-là? C'est quoi l'altitude de sa plus haute montagne? C'est quoi sa monnaie? C'est quoi la langue qui est parlée là-bas? Donc, il y a certaines règles de questions. Dans le fond, on a des cartes de questions qu'on va devoir jouer. Et le but, bien entendu, c'est de deviner sur quelle carte, dans quel pays la personne, l'assassin se trouve. L'assassin, c'est pas un assassin, c'est juste un espion, C'est dans le juste un fond. espion. L'assassin, c'est rendu vraiment C'est dramatique. c'est presque même Carmen Sandiego, le jeu-là. Là. En fait, ça fait extrêmement penser à Carmen Sandiego. Tu sais, c'est un jeu de culture générale, sauf que c'est surtout un genre de jeu de déduction, justement, où tu te dis, ok, ouais, ce pays-là, c'est sûr qu'il n'y a pas genre 300 millions de personnes dedans. Ce pays-là, ok, il est plus proche de tel océan. Donc, tu fais un peu des déductions par rapport à ça. La culture va t'aider. Très cool comme jeu. On a joué en après-midi, bien tranquille. On s'est fait quelques rondes. Super le fun des deux côtés. Ça roule bien. Pour tous les gens là, qui aiment les jeux un peu plus de trivia, là, à la limite à la timeline, là, ça rentre un peu dans cette catégorie-là. Je pense que les gens vont être bien satisfaits. Là. Ouais, j'ai eu l'occasion de lire les règles et de le faire jouer à du monde. Et puis, c'est un jeu que j'attendais full là, de SN, puis que j'avais bien hâte de voir. Ça a l'air très cool, mais par contre, l'espion, là, il fait pas grand-chose dans ce jeu-là. Non, réellement, c'est comme un peu. Ça fait presque penser au Mastermind, là, dans le sens que la seule chose que tu fais, c'est que tu choisis ta combinaison, puis t'espères être. Ton seul choix, c'est de choisir où t'es. Là. Ben, c'est Après ça, ça, c'est exact. juste. Après ça, tu fais juste répondre aux questions, tu sais, qu'on te pose, puis que tu lis l'information. Fait que je trouvais ça un peu étrange, parce que ça fait en sorte qu'il y a un joueur qui joue pas vraiment, puis qui est plus comme un computer, là, en réalité. Là. T'as pas eu Ouais, ce feeling-là, ce sentiment-là quand t'as Ben, en joué? fait, moi, j'ai joué l'espion, j'ai joué un. Puis j'ai beaucoup aimé jouer l'espion, mais c'était vraiment juste pour espérer m'en sortir. Tu sais, je me disais, j'ai choisi une place qu'ils me trouveront pas. Parce que mine de rien, ton choix, il est quand même important. Parce que tu vas avoir, disons, nous on jouait, je crois avec 8 pays. Fait que t'as 8 pays, donc c'est sûr que la seule chose que tu fais, c'est choisir dans lequel t'es, mais en fonction desquels sont sortis. Ouais. Ce choix-là, il peut
il te permet de tenir la ronde en haleine. Tu sais, une ronde de questions, ça va être 4 questions à peu près, puis les gens ils vont tenter de te trouver. Même pas peut-être. Donc ça va assez vite. J'ai trouvé que c'était vraiment pas tant un problème. En fait, j'étais plus excité de jouer l'espion que de jouer les enquêteurs, là. Ok, ben tu vois, j'ai eu les deux commentaires. J'ai eu ceux qui disaient non, ça dérange vraiment pas, puis c'est vraiment le fun quand même, puis ceux qui disaient ben je fais rien, je sais pas pourquoi je joue à ça, tu sais. Ah, ok, bon, ben ça c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être poche. Je peux comprendre ce point-là, effectivement. Il aurait dû juste mettre une apps. Ben c'est ça que j'allais dire, c'est presque un jeu où tu sais l'espion c'est une application, puis tu sais il répond aux questions, puis tu sais, c'est pour ça que je dis c'est presque un computer ce joueur-là, parce qu'il fait rien à part choisir sa À carte part choisie, lire les puis questions, répondre, c'est effectivement. ça. Ouais. Mais Mais ça, pour de vrai, nous, ça on a était l'air dans quand même une belle vraiment fun. ambiance, puis je trouvais que, excuse-moi, c'est ça, ouais, on était dans une belle ambiance, j'ai trouvé que c'était pas un problème, là. Ok. Bon. Ça a l'air vraiment le fun quand même, là. J'ai vu le jeu, puis ça. Tu sais, beau petit concept pour un jeu de culture générale sur les pays, là. Ça me semble être pas mal ça. Ouais, c'est ça, je pense pas que ça doit avoir une autre prétention que ça. Tu sais, c'est pas genre le jeu de party qui révolutionne la chose, là, mais tu sais, moi j'ai trouvé que ça faisait un peu. Ça me rappelait Timeline vraiment différemment, là, mais le même genre de niveau de jeu, là, à peu près. Mhm. Ouais. Cool, mais moi, j'ai essayé un petit jeu qui s'appelle Fugitive. Fugitif, c'est un jeu à deux joueurs dans lequel un des joueurs va être le fugitif et l'autre joueur ben, va être le policier qui va essayer de mettre la main sur le fugitif. En gros, dans le jeu, il y a les cartes numéro 1 à, ben, en fait 0 à 50. Et le but du fugitif, ça va être de mettre la carte 50 en jeu. La carte 50 étant il s'enfuit dans l'avion, laissant la police derrière. Donc, il a réussi à cerner les policiers. En gros, comment ça marche, c'est que il y a l'espion va avoir le fugitif va avoir des cartes de numéros dans sa main, et quand il va poser une carte, il va toujours la poser face cachée à la suite de la dernière carte qu'il a placée. Par contre, quand il place une carte, ça doit toujours être dans le fond, ça doit être un numéro supérieur à la dernière carte placée, et ça doit être de un numéro, de deux numéros ou de trois numéros supérieurs. En plaçant ces cartes-là, dans le fond, c'est les endroits où il se cache, où il avance pour essayer de s'enfuir et arriver à 50. Et ben, dans le fond, de l'autre côté, le policier, lui, à tous les tours, va essayer de guesser quelle carte il a joué dans ses cachettes, donc où il a été pour se cacher. Dans le but de revirer, le but du policier, ça va être de mettre toutes les cartes que le fugitif a jouées, les mettre toutes face visible, donc de toutes deviner les cartes qu'il a jouées. Et le but du fugitif, ben, ça va être de jouer des cartes puis de placer son 50 avant que toutes ces cartes soient retournées face visible. Donc, pour petit jeu, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça fit bien en plus dans notre thématique. C'est un plutôt bluff où le fugitif a quand même des options pour bluffer, pour dire, OK, ben, j'ai peut-être. Parce qu'il y a des options d'avancer plus que trois numéros à la fois, mais il faut qu'il se commit un peu, qu'il se donne des cartes. Puis là, il y a des petites options de bluff. Un beau jeu de déduction du côté du policier qui essaie de déduire. Lui aussi, il reçoit de l'information, il reçoit des cartes, dans le fond, que le fugitif ne pourra jamais avoir. Donc, ça lui donne des pistes, des solutions sur quel numéro il aurait pu potentiellement jouer dans le but de deviner ses cartes. Beau petit jeu clean. Ce qui est cool aussi, c'est que si tu mets toutes les cartes dans l'ordre de 0 à 50, ça fait une histoire à la Hollywood, là, à la film hollywoodienne où il se retrouve dans un night, dans une boîte de nuit, il met une bombe lacrymogène, il s'enfuit, il se retrouve dans un petit dinner, genre, alors que la police passe derrière sans le voir. Il se retrouve dans le ravin à sauter dans une chute d'eau avant de se retrouver à courir derrière un avion pour attraper l'avion pendant que l'avion est en train de décoller. Donc, on a toute cette histoire qui se déroule avec les cartes, avec beau petit design aussi au jeu. Rien de très révolutionnaire, mais beau petit jeu, une vingtaine de minutes, jeu de déduction et de bluff. Super cool, j'ai beaucoup aimé, c'est Fugitive. Ah ouais, ça a l'air, j'avais pas entendu parler, ça a l'air vraiment cool comme jeu, là. Ouais, ça passait peut-être un petit peu inaperçu, là. Il y en a probablement pas beaucoup de copies. Je pense pas qu'il y a de version française non plus. Donc c'est sûr que c'est pas le genre de jeu qui est difficile à voir en boutique souvent à cause de ça. Mais non, assez cool, là. Pour ceux qui aiment bien la gamme, mettons, des Mr. Jack Pocket, tout ça, là, c'est sûr que c'est un jeu beaucoup plus simple et rapide. Mais il vient tu sais, remplir un petit peu de temps. Puis c'est un petit peu moins intense comme jeu que d'autres jeux de déduction à deux joueurs, là.
Et là, j'ai joué à un autre jeu récemment. C'est pas un jeu si récent, c'est un jeu de 2004 créé par l'auteur Martin Wallace. Le jeu s'appelle Struggle of Empire. C'est pas un petit jeu, ceci, c'est un jeu de conquête de 2 à 7 joueurs qui, dans le fond, nous met dans la peau d'un pays qui va devoir ben, essayer de coloniser d'autres pays. C'est vraiment, on se place vraiment à l'époque là, du début de la colonisation de l'Amérique. Donc évidemment, on va voir toute l'Amérique en entier à coloniser, mais d'autres endroits comme ben, évidemment l'Afrique, des parties d'Asie aussi qu'on va pouvoir essayer de contrôler, mais aussi d'autres territoires directement en Europe. Donc les joueurs ben, vont représenter 7 pays là, parmi l'Europe, donc évidemment les classiques, là, la France, l'Espagne, l'Angleterre, la Russie, etc. Et dans le fond, c'est un jeu vraiment de majorité où on va se déplacer, essayer de prendre le contrôle de territoire, essayer d'avoir des majorités dans les colonies, dans le but de faire des points de victoire. Mais là, une des grosses particularités de ce jeu-là, c'est que le jeu se déroule en 3 phases. En fait, c'est 3 guerres qu'il appelle. Et à chaque guerre, il va y avoir toujours 2 équipes. Donc, il va toujours avoir 2 alliances, 2 grandes alliances, et tous les membres de cette alliance-là ne pourront jamais s'attaquer pendant la guerre. Ça se peut que moi, je sois allié avec un pays à la première guerre, puis qu'à la deuxième guerre, ben, on soit plus alliés. Donc, tout d'un coup, là, on peut commencer à s'attaquer, puis essayer de se voler nos territoires. Ça, c'est vraiment un concept cool, là. C'est vraiment. Non, mais c'est vraiment le concept du jeu parce que sinon, le jeu, il est très solide. Il y a plusieurs cartes qu'on peut aller chercher en début de partie pour nous donner des pouvoirs durant la partie. Il y a des pouvoirs qui sont juste utiles pendant une seule guerre qu'on remet à la fin d'une guerre. Il y en a d'autres qui se build, qu'on garde pendant toute la partie. Donc, il y a un petit peu asymétrique, c'est-à-dire que la première guerre, généralement, tu vas être plus en train de te builder puis aller te chercher de ces pouvoirs-là, essayer de commencer à la conquête. Puis plus on va avancer, plus on est dans des plus grosses conquêtes et dans des alliances là, pour gagner des territoires. Mais à chaque guerre, il y a une grosse phase, puis c'est une grosse partie du jeu, cette phase-là, c'est une phase d'enchère. Donc, on va enchérir à tous les tours. Dans le fond, tu vas prendre 2 joueurs et tu vas dire, ce joueur-là, disons que c'est moi qui commence une phase d'enchère, je vais dire, ce joueur-là, je veux qu'il soit dans l'équipe A et ce joueur-là dans l'équipe B. Et là, je mets 2 piastres pour ça. Quelqu'un d'autre peut dire non, moi je mets 3 piastres, puis ce sera pas ces 2 équipes-là, ça va être tel autre qui va être A, tel autre qui va être B. Qu'on enchérit pour. Puis à chaque phase, à chaque fois que c'est fait, là, fait que, disons, il a mis deux, euh, 2 pays ben, un pays dans A, un pays dans B. Ben, on les met dans ces 2 équipes-là, puis on en prend 2 autres pays, puis on les met aux enchères. Puis c'est comme ça qu'on va comme créer les alliances. Donc c'est vraiment, tu sais, il y a des phases, il y a des guerres, tu veux vraiment pas être dans une même équipe qu'un autre joueur parce que tu veux absolument, tu sais, t'étais en guerre avec Pogner lui à ses l'autre guerre, puis territoires. tu veux pogner ses territoires, puis là, si t'es pas en guerre avec lui, tu pourras pas continuer ta job puis d'aller chercher tes petits points-là. Puis il y a du monde, au contraire, là, tu veux absolument être avec eux parce que tu sais qu'ils sont une menace pour toi. Fait que souvent, c'est ça, tu sais, moi, je veux pas que tel joueur soit dans mon équipe, mais lui, il veut être dans mon équipe parce qu'il sait que je m'en viens vers lui, puis il veut pas qu'il puisse m'attaquer. Fait que on va surenchérir dans le but de changer ces alliances-là, puis former 2 équipes distinctes, donc qui ne pourront pas s'attaquer. C'était vraiment la phase qui me faisait le plus triper parce que c'était super bien fait. C'est une mécanique vraiment intéressante d'alliance. T'es sûr que tu vas être allié avec d'autres mondes, mais là, on jouait à 7, fait qu'il y avait tout le temps une équipe de 4, une équipe de 3. Des fois, t'as été dans l'équipe de 3, t'es bien content, ça te met plus d'ennemis, mais ça te met aussi plus de territoire à potentiellement pouvoir contrôler. Donc, super intéressant. J'ai beaucoup aimé ça. C'est sûr que c'est un gros jeu, là. On était 7 pour un jeu comme ça. Tu sais, ça l'a pris facilement 5 heures là, Oh, de ouais, jeu, ok. là. Puis c'est peut-être même pas en incluant les règles, là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis c'est sûr qu'il y a des grosses décisions. Mais côté négociation, il est pas par là quand même, parce que les membres de ton équipe ont généralement intérêt aussi à vouloir t'aider, à t'ouvrir le chemin. En même temps, tu sais, la négociation est serrée parce que tu veux que lui il performe, sauf que s'il performe trop bien, puis à la prochaine guerre, il est plus avec toi, ben il est plus avec toi. Fait que ce que tu lui as donné, ben Ouais. il te le rendra pas, tu sais. Fait que ça fait des négociations assez serrées, même entre les membres d'une même équipe, là. Ça se peut que tu sais, je sois allié avec un joueur, mais je veux absolument pas du tout l'aider, là, tu sais. Donc, c'est plutôt difficile des fois les négos dans ce jeu-là, mais c'est quand même un aspect qui est présent, puis tu vas essayer là, d'aller faire les bons deals qui va être bon pour les deux, mais qui va t'avantager un petit peu.
Super solide, 2004. Martin Wallace est quand même un auteur assez marquant qui a fait des gros chefs-d'œuvre, des gros jeux là, super intéressants. Je l'avais jamais essayé lui encore. J'étais bien content d'essayer ça. Vraiment une belle expérience. Struggle of Empire. Ouais, ça a l'air vraiment cool, mais comment ça marche à 7 pour les enchères, là, c'est toujours 2 à la fois? Ouais, ben dans le fond, il va en rester un, puis on enchérit sur dans le team A ou Ok, dans le team B qui va. ok, Des cool. fois, tu le veux dans ton team, des fois, tu le veux pas. Fait que des fois, tu vas enchérir pour juste le mettre dans l'autre team, tu sais. Oh ouais, ah ben ça a l'air vraiment, vraiment cool. Hmm. Faut qu'on se fasse une game de ça bientôt, là. Excellent. Ok, alors on est déjà rendu à notre moment favori, la critique du chef. Pour un chef, peu importe l'étendue de son talent, le plaisir ne vient pas de cuisiner, mais bien de cuisiner pour les autres. C'est l'heure de la critique du chef, avec votre chef, GF. Aujourd'hui, à la critique du chef, je vous parle du nouveau jeu de l'auteur Marc-André. Non, ce n'est pas son prénom, c'est bien son nom complet, Marc, de son prénom, et André de son nom de famille, qui est un auteur français, qui vient de sortir son nouveau jeu, Majesty. Majesty est un jeu de cartes principalement, de collection de cartes dans lequel tous les joueurs, on va avoir un petit village devant nous avec 8 cartes placées dans l'ordre du numéro 1 à 8 qui représentent notre village et les maisons, les différents immeubles de notre village. Chaque joueur a exactement le même village et tout simplement le jeu va se dérouler de sorte qu'il y a des personnages dans un marché. Il va toujours y avoir 6 personnages de dévoiler. Et à ton tour, tu vas devoir aller chercher un de ces personnages-là en payant des travailleurs. Et quand tu vas prendre le personnage, ce personnage-là est associé à un de tes bâtiments devant toi. Tu vas le placer devant toi et tu vas faire l'effet du bâtiment. Euh, le jeu, dans le fond, est très simple parce que les bâtiments font grosso modo pas mal les mêmes actions, c'est-à-dire qu'ils vont te permettre de récupérer de l'argent. Et ben, c'est avec le plus d'argent qu'on va gagner la partie, évidemment. Donc, quand tu vas jouer un personnage sur ton immeuble, tu vas l'activer et souvent, l'activation de ce bâtiment-là va te permettre de récupérer, disons, 2 pièces par carte qu'il y a dans ce bâtiment-là. Donc, la première fois que tu joues dans le bâtiment, ça te rapporte 2 pièces, mais la deuxième fois que tu joues, ça t'en rapporte 4, la troisième fois que tu joues, ça t'en rapporte 6, et ainsi de suite. Donc, tu as tout intérêt à vouloir aller récupérer les mêmes personnages parce que ça te fait de plus en plus de points, de plus en plus d'argent. Il y a des bâtiments, évidemment, qui rapportent plus. Donc, à chaque fois que tu en places un, ça va te rapporter 5. Mais évidemment, ces personnages-là, ben, ils sont plus rares et ben, tous les joueurs vont sauter dessus, vont essayer de peut-être payer un petit peu plus de travailleurs pour aller le chercher. Donc, c'est un jeu assez simple. Ça va se dérouler sur 12 tours comme ça. À la fin de la partie, tout le monde, on va avoir 12 cartes devant nous. On va compter notre argent, on va compter les majorités aussi qui a le plus de personnages sur chacun des bâtiments qui va donner des points de bonus et le gagnant va être le joueur avec le plus de points. Donc je trouvais que c'est un jeu très simple, vraiment simple, mais avec des bons choix tactiques. Euh, Pas beaucoup d'options, évidemment, parce que ton tour, tu es obligé de prendre une carte du marché, mais ça va être vraiment la carte que tu vas choisir qui va déterminer ton choix, si tu as fait une bonne, une moins bonne action. Mais plutôt simple. Écoutez, l'auteur de ce jeu est l'auteur aussi du jeu classique qui s'appelle Splendor. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup de cet auteur-là et pourquoi je l'attendais, ce jeu. C'est qu'il réussit à faire des mécaniques très simples, très intuitives, mais qui procurent tout de même de la bonne stratégie, un bon gameplay. Les parties sont rapides, mais intéressantes. Pour moi, c'est une gamme de jeux qui se retrouve à être des filler games, des petits jeux qu'on se fait entre deux plus gros jeux ou un petit jeu en famille pour relaxer. Donc, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Ce que j'aime beaucoup de Majesty, c'est que c'est un jeu ben, qui est peut-être un petit peu plus thématique que ce qu'on pouvait voir dans Splendor, un petit peu plus d'importance sur le design graphique du jeu. Et le fait qu'il y a aussi un côté B à nos cartes de village qui va nous permettre de jouer à un mode plus avancé. Ce que j'aimerais voir de ce jeu, par contre, c'est que j'aimerais
pouvoir y jouer à plusieurs reprises. J'ai l'impression que c'est peut-être un jeu qui, à force de jouer, devient un petit peu répétitif et peut-être devient a pas énormément de rejouabilité à l'intérieur de ce jeu même là. Mais quand j'ai ouvert la boîte, j'ai vu qu'il y avait plein d'espaces vides dans la boîte. Ben, j'ose espérer que c'est parce qu'ils avaient prévu faire des extensions et peut-être rajouter des bâtiments différents qui vont rajouter des parties différentes. Parce que oui, on a un côté A, un côté B, mais on doit jouer tout du côté A, tout du côté B. Ah, donc oui, ok, on a deux façons de jouer, mais c'est tellement simple les actions. Tu sais, j'aimerais pouvoir pousser le jeu un petit peu plus loin, le rendre peut-être un petit peu plus gamer, avec un petit peu plus d'options, tu sais, pour que officiellement je puisse dire oui, parfait, je le veux dans ma collection. Pour l'instant, je pense que c'est quand même un bon jeu là, pour qui remplit là, un trou dans la gamme, comme je disais, de jeux un peu de filler game, petit jeu de stratégie de 20 à 30 minutes, assez rapide, facile à expliquer et agréable à jouer. Euh, mais c'est ça, c'est peut-être le petit point que j'aimerais voir, là, quelques extensions pour Majesty pour rajouter un petit peu plus de profondeur et de rejouabilité à ce jeu. Mais Majesty, tout de même, vaut le détour pour les amateurs de jeux de cartes, de collection et de beau matériel. Ben, Majesty, c'est un bon choix. Donc, c'était ma critique pour Majesty. Ouh, merci beaucoup pour cette bonne critique. En fait, c'est fou parce que quand t'en parlais, je regardais un peu les photos, puis tout le long, je me disais, ah, ça serait cool si tu pouvais avoir des actions différentes des autres joueurs, tu sais. Et à Ouais. la fin, je pense que t'as bien amené ce point-là qui est vraiment intéressant. Là, j'ai pas joué, mais ça a l'air cool. Ouais, ben c'est vraiment ça que je me disais que peut-être qu'il me manquait dans le jeu parce que j'ai beaucoup aimé le système, puis le système il est super clean, mais là il faut tu sais, je pense qu'il y a tellement d'ouverture, il y a tellement de possibilités avec le système qu'il a fait que je vois pas pourquoi il ferait pas d'extension, puis peut-être juste de petites mini-extensions ou justement, comme tu dis, des villages différents, donc une mini asymétrie dans le jeu parce que là le jeu tu sais, il est parfait, là, tu sais, il est cadré et tout, mais peut-être pas super original. Fait en rajoutant peut-être une asymétrie ou tu sais, un gameplay différent de game en game, dépendamment des bâtiments qu'on utilise, là, ça pourrait rajouter beaucoup là, à ce jeu-là. Ah, bon, ben, très cool. Donc, aujourd'hui, sujet de l'émission, on a décidé de parler des jeux de bluff et de négo, de négociation. C'est un choix, on sait pas trop, hein, c'est pas aléatoire, C'est pas mais aléatoire. C'est sûr que c'est pas aléatoire. C'est des jeux, c'est des styles qui vont bien ensemble. Malgré tout, bluff et négociation, c'est quand même deux styles de jeux différents. On aurait pu faire une émission juste sur le bluff et juste sur le négo, ouais. honnêtement. Mais l'affaire, c'est que dans cette mécanique-là, on va voir, oui, quelques jeux qui sont juste du bluff ou quelques jeux qui sont juste de la négo, mais beaucoup de jeux impliquent ces deux Entre les deux. aspects-là. Parce que souvent, dans les jeux de négociation, ben, comme tu veux avoir le gros bout du bâton, ben, tu vas peut-être bluffer sur ce que tu as réellement puis ce que tu peux vraiment offrir en échange de quelque chose. Donc, souvent, dans les jeux de négo, va s'introduire du bluff. À ce niveau-là. Il faut dire que c'est quand même un style assez établi, marqué, chacun de ces deux styles-là. Et il y a beaucoup de jeux qui ont été marquants à travers les années là, qui ont influencé un peu le développement de ces jeux. Donc, dans les jeux là, les plus marquants, on peut évidemment passer au Liar's Dice, un jeu qui date là, au moins 1800. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de versions, de variantes de Liar's Dice. En fait, il y a même une première version là, qui est connue sous le nom de Mia, qui serait théoriquement jouée par les Vikings, où c'est une genre de, de descendant, on peut, si on veut dire, en fait, de précurseur à Liar's Dice, qui est un jeu de dés où tu vas rouler des dés, tu vas annoncer une valeur. Ben, Liar's Dice amène le point un petit peu plus loin, où tout le monde va rouler un set de dés et va essayer de deviner combien il y a d'un certain numéro alentour de la table. Donc, un jeu assez marquant, on peut le reconnaître de nos jours. Il est encore édité, encore achetable sous le nom de Perudo. Donc, Perudo sonne peut-être, vous dit peut-être plus quelque chose, mais dans le fond, la version originale, le titre original était Liar's Dice. Ensuite, ben, je peux pas parler du jeu de bluff sans parler du poker. Ça aussi, c'est un jeu qui date des années 1800 au moins. Donc, jeu super marquant au niveau du bluff. Un peu de déduction aussi, mais surtout côté bluff, essayer d'amener l'autre joueur, les autres joueurs à nous croire sur ce qu'on dit. Donc,
pense pas que j'ai vraiment besoin de parler du poker. C'est un gros classique. Sinon, c'est sûr que les jeux de bluff et négociation, c'est pas été nécessairement les premiers jeux édités. Beaucoup de jeux marquants plus dans les années 60, 70, 80. Il y a quand même le classique qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises, qui est le jeu Stratego. Un bon... Oh! Oh là là. Donc Stratego 1944, ce jeu à deux joueurs où on va placer nos personnages, nos unités, mais qui nous font face. Donc, on ne connaît pas quelle est l'identité personnage de leur joueur. On va essayer d'aller les attaquer, avoir attaqué avec un numéro plus élevé dans le but de tuer les unités adverses. Plus bas, plus bas. Ah oui, plus bas, oui, désolé. Désolé. Ah, c'est Sauf bon. pour l'espion. Sauf pour l'espion. Ouais, sauf pour l'espion, lui, il n'y a pas de chiffre. Donc, Stratego, gros classique. Après ça, on est à l'émission 15. De l'émission 14, on a parlé de beaucoup de jeux avec des grosses expériences. Diplomatie, hein, on en a parlé pas mal. 1959, on peut pas ne pas en parler dans les jeux de négociation. Des précurseurs à ce niveau de négociation assez extrême. Sinon, aussi un gros jeu marquant. C'est pas juste la négo, on s'entend, mais Risk 1959 aussi est un jeu de confrontation dans lequel, ben oui, il peut y avoir de la négociation entre les joueurs, essayer de s'entendre, faire des alliances contre d'autres joueurs. Je l'ai mis pour en parler, pour le mentionner. C'est sûr que c'est pas le jeu qui contient le plus de bluff ou de négo à l'intérieur, mais quand même, a quand même marqué là, beaucoup l'imaginaire du jeu de société, le jeu Risk. Ensuite, un jeu comme Cosmic Encounter 1977, un jeu encore très connu, très populaire, un jeu dans lequel nous sommes des races aliens et à chacun de tes tours, tu vas devoir aller attaquer un autre joueur. À chaque fois que tu vas attaquer, tu vas pouvoir demander de l'aide dans ton attaque et le défenseur va pouvoir aussi demander de l'aide dans sa défense. Il y a des avantages à vouloir aider un autre joueur et un attaquant ou un défenseur, c'est selon. Donc ça, c'est quand même aussi un précurseur là, dans le jeu de plateau. C'est quand même un jeu de plateau avec beaucoup de matériel, beaucoup d'effets, de règles. C'est on peut le considérer vraiment comme un jeu marquant dans les jeux Ameritrash. Donc avec une bonne thématique aussi, Cosmic Encounter. Ensuite, d'autres jeux peut-être un petit peu moins connus, mais qui sont relativement marquants. Je parlerai d'un jeu qui s'appelle Junta. La Ouh! République de bananes, dans, dans lequel chacun de nous, dans le fond, un de nous va être le président de la République et à chacun des tours, il va donner son budget, son argent aux autres joueurs et il va lui donner un rôle au sein du gouvernement. Évidemment, le président va avoir ses alliés proches, les joueurs influents qui vont recevoir le plus d'argent et les rôles les plus prestigieux et il va avoir ses petits laquais, les chefs militaires qui vont avoir des petites pinottes. Par contre, peut-être qu'un jour, les chefs militaires vont s'entendre et faire un coup d'État, renverser le pouvoir. Ils vont devoir s'entendre alors entre eux qui sera le prochain président et donc mettre en place une nouvelle république de bananes. Euh, quand même Ce un jeu. jeu-là, ce jeu-là mérite vraiment une réédition, là. Il y a une réédition, je peux pas dire de quelle année qui est sortie là, dans les peut-être 4-5 dernières années qui existe, mais Mais pas le jeu de cartes, là, parce qu'il y a eu un jeu de cartes ok. qui est Non, sorti non, le de jeu de Junta. plateau, là. Il y a Ok, un jeu de ok. plateau, je sais, qui a été réédité, là, mais Ils bon. ont-tu, tu sais, remis à jour les règles et tout ça, ou... J'ai pas du tout aucune idée, en fait. J'ai pas regardé, je sais, je l'ai vu, je sais que ça existe. Version un peu plus récente. Ça doit être quand même un jeu assez tough à trouver, là, malgré tout. C'est sûr que 1978, on voit là, on peut voir là, qu'il y a quelques systèmes un petit peu Non, ça, archaïques, là. il mérite un petit Ouais, rafraîchissement, là. peut-être qu'il faudrait demander à Restoration Game d'y Ah, pencher, si tu te ça pourrait rappelles. être un jeu qui prendrait sous leur Ouais. aile. Donc, on va voir ça, on va suivre ça. Mais Junta, ça brise les amitiés, ça aussi, un peu. Hein. Oui, 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 ça c'est vraiment un jeu où justement tu te fais trahir dans le dos, puis tu penses que t'es président, tu penses que ton bras droit il est correct, mais dans le fond il attend juste la première occasion pour te poignarder, là. Exact. Pourtant, tu lui donnes du cash depuis tout le début de la game. Ben oui, puis tu en donnes sûrement plus qu'aux autres, mais juste pas assez pour lui, tu sais. Ouais, c'est ça. Exact. Ah. Ouais. Donc, Junta.
Sinon, un jeu qui s'appelle 1992, qui s'appelle Covadis, un jeu de Hmm. politique où on va devoir aller se chercher des alliés politiques dans le but de nous faire monter Bouh! dans la hiérarchie et pour prendre contrôle du gouvernement éventuellement. Bon jeu, il n'y a rien, pas beaucoup de règles, c'est assez simple, c'est pas purement de la négo, il n'y a pas grand-chose à s'échanger à part du support mutuel. Donc, Ouais, c'est ça Covadis. le problème de ce jeu-là. Ouais, c'est ça. Ben, c'était ça aussi. Je me rappelle avoir quelques expériences un peu difficiles. Ouais, ouais, non, c'est ça, tu sais, c'est que si quelqu'un veut juste pas faire l'échange, ben, ça peut staller la game pendant des Ah heures, ouais, puis... ouais, ouais. Ben ça, on sait que c'est à cause de Jean, là. Ça, on ne Ah, mentionnera pas. Jean... On ne mentionnera pas, Oups. d'accord. On dira pas son nom de famille en Ah, c'est ondes. ça, au moins, au moins. On Bon, va le taguer dans l'émission. ouais, c'est ça. Sinon, d'autres jeux marquants, ben écoute, euh, un jeu que je peux pas passer à côté, évidemment, c'est le jeu Catan 1995. Un des premiers, ben un des jeux assez marquants là, dans le jeu de société qui nous a donné par la suite une quantité de jeux de style européen. Catan, ben, dans la grosse particularité de ce jeu, c'est qu'il y a une phase, ben pas une phase, c'est qu'à tous les tours, tu vas pouvoir échanger des ressources, essayer de transiger avec les autres joueurs dans le but de construire le plus de buildings et de routes en jeu. Jeu assez marquant et influent dans l'histoire du jeu, donc Catan 1995. Pour finir, quelques petites mentions. Jeu Bonanza, jeu d'échange de bin fait par Yusei Rosenberg dans ses premiers jeux. Assez intéressant, ça c'est 1997. Sinon, un jeu purement de bluff fait par Alex Randolph, qui est le jeu Ciao Ciao. Un petit jeu de bluff très simple, on roule un dé, t'annonces ta valeur, tu peux dire la vérité comme tu peux mentir, et les autres vont pouvoir essayer de te challenger ou pas sur ce que tu as dit. Super simple, marche très bien, encore édité aujourd'hui. Ciao Mais Ciao. en fait, si je me trompe pas, il vient d'être... ben, l'année dernière, dans le fond, il a été réédité là, en version française, là, quand même une belle copie, là. Ah, ça se peut, mais si je me trompe pas, cette version-là est un peu internationale, multilingue, là. Ok, Pas ok, juste, cool. pas juste en français, si je me trompe pas, elle contient plusieurs langues aussi à l'intérieur, là. Mais Oui, oui, ça fait du sens, en fait. oui, puis on peut voir quelques jeux de cet auteur qui a fait beaucoup de jeux, là, années 70, 80, 90, qui Qui sont reviennent, réédités. ouais, c'est ça, qui reviennent au bout du jour, puis qui sont réédités parce que c'est encore des très bons jeux, là, sans changer de règles pour ces jeux à lui. Donc qui sont encore jouables. Sinon, ben, je dirais rapidement peut-être Lord of the Ring Confrontation. Je parlais du Stratego, ben c'est le Stratego, peut-être un petit peu plus moderne, deux joueurs, thématique Lord of the Ring. Peut-être le dernier que je vais mentionner, c'était le jeu Saboteur. Peut-être pas le plus gros jeu de bluff, mais quand tu es un saboteur, tu dois bien jouer ton rôle de traître, si on veut dans la partie, de ne pas te faire repérer trop tôt et en fait, te faire repérer au moment que tu veux te faire repérer dans le but de foutre le bordel dans le jeu. Donc Saboteur 2004. Ce fait un peu le tour des jeux marquants. Il y en a probablement beaucoup d'autres que j'aurais parlé qui ont une influence, mais là, on va parler de nos mentions honorables. Ouais, ben en fait, avant toute chose, je voulais dire, j'étais un peu déçu là, de voir que t'as omis le jeu le plus important de ce segment historique, là. Ah ouais, puis c'est quoi? Mais là, 1933, le Monopoly, Ah. un chef-d'œuvre incontesté des jeux de négociation et d'échange, Ah. encore à ce jour édité à plus de des millions d'exemplaires. Je veux dire, on s'entend que c'est un jeu d'échange de très avant-gardiste, là. Ok. Ben, je pense pas, non, mais en effet, il y a sa petite touche d'échange qui est assez particulière, puis tu sais, qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux qui utilisaient cette mécanique-là. En effet, on peut au moins donner ça à Monopoly. Le mentionner quand même. Ben, tu l'as fait, hein, fait que je suis content de pas avoir eu à le faire. C'est pas imparfait. Ok, alors comme tu disais tantôt, les mentions honorables. C'est sûr que c'est ça, c'est un genre assez vaste, bluff et négociation. Il y a beaucoup des jeux qui sont dans mes mentions honorables que tu as déjà mentionnés.
Oui, ben n'hésite pas Principalement, à dans en le parler un fond. petit peu plus parce que oui, Ouais, c'est ça. Ben, je sais que toi, tu les as mentionnés assez rapidement, mais en même temps, c'était quand même Stratego, Perudo, qui est Liar Dice, et le Poker. ouais. Tous des jeux qui sont, en fait, je pense que c'est dans les plus vieux que tu as nommés. C'est des jeux qui ont encore leur charme maintenant dans cette catégorie-là, qui est surtout l'aspect bluff de la chose, là. Ouais. Les jeux de bluff, je dois t'avouer que tu sais que moi je suis plus un fan de jeux de négociation, mais les jeux de bluff je connais moins, mais ces trois-là particulièrement, je trouve que même encore aujourd'hui, ils ont absolument leur attrait, là. Je pense que Stratego, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je pense qu'il est encore absolument le fun et jouable de nos jours, puis il y a tout intérêt à le jouer, mais c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être des variantes, des versions de ce jeu-là, peut-être un petit peu plus modernes, dont Lord of the Ring, The Confrontation. Cool. Je sais pas si toi t'avais un petit jeu que t'aimerais mentionner. Petit jeu de bluff que j'apprécie beaucoup, qui est sorti en 2017, c'est le jeu Arg. Oh, magnifique jeu, hein? Ouais, c'est vraiment cool. Je m'attendais pas à grand-chose d'une petite boîte bleue, d'une souris avec une bombe dessus. Euh, En gros, c'est un jeu où ton but, c'est d'avoir deux cartes de bombe devant toi, face visible. Il va y avoir trois paquets de cartes de couleurs différentes. Dans ces paquets-là, dans le fond, il y a des cartes un peu différentes. Mais on connaît toute l'information, on sait tout ce qu'il y a dans chacun des paquets. Puis à ton tour, ben, dans le fond, tu vas prendre une carte et tu vas soit la placer face cachée devant toi ou tu vas la proposer à un autre joueur. L'autre joueur peut l'accepter ou la refuser. Peu importe dans les deux cas, le joueur qui prend la carte va la mettre face visible. En gros, les cartes face cachée devant nous peuvent être volées par les autres joueurs, alors que les cartes face visible ne pourront jamais être volées. Donc, moi, mon but, ce serait de mettre des cartes de bombe face visible devant moi. Fait que, si je pige une carte de bombe, oui, je peux la mettre devant moi, mais elle va être face cachée et elle va être susceptible d'être volée par un autre joueur. Et si elle se fait voler, elle va être placée face visible devant l'autre joueur. Donc, est-ce que je veux faire ça ou la proposer à l'autre joueur en sachant que s'il accepte, c'est lui qui la prend, mais s'il la refuse, je la mets directement face visible devant moi. Donc, il y a ce petit choix-là, petit choix qui se joue beaucoup sur les tours précédents. C'est-à-dire que si ça fait deux, trois fois que je te donne une carte qui est mauvaise puis que tu l'acceptes, ça se peut que quand je te propose une nouvelle, tu me dises non. Ben là, c'est pas mal le moment où si j'ai une bonne carte, je vais faire le move parce que je vais me dire ça fait deux fois que je donne une mauvaise carte, qu'il accepte, que là, il va la refuser. Et là, s'il la refuse, ben, tu sais, si c'était une bonne carte, ben, tant mieux, moi, j'en profite. Super simple, un peu dur à décrire comme ça, là, l'esprit du jeu, mais vraiment cool là, comme jeu. J'ai beaucoup aimé. Puis, tu sais, les games, c'est 10 minutes, t'en fais trois quatre de suite, puis ça passe vraiment bien. Ouais, moi c'est vraiment une de mes surprises aussi cette année, là, ce jeu-là, parce que comme toi, je m'attendais absolument à rien de ça. Je pense d'ailleurs que ça va peut-être être un problème pour ce jeu-là, d'un point de vue commercial, malheureusement, là. Tu sais, c'est le genre de jeu que tu veux vraiment amener à Noël, que tu veux acheter en cadeau. Tu sais, c'est un jeu super simple qui convient à beaucoup de types de moments, avec un nombre de joueurs assez grand, mais c'est ça, peut-être que la boîte ne rend pas valeur ou ne met Mm. pas vraiment assez bien de l'avant le jeu, mais super jeu, là. Ouais, puis c'est vrai que la boîte, c'est pas vraiment c'est quoi le jeu, là, mais pourtant, elle est super belle, là, tu sais, c'est Oui, pas un oui, oui, c'est problème. ça. Les cartes sont C'est grosses, un beau puis dessin, tout est là, mais comme, je sais pas pourquoi en fait. Tu sais, si les deux on avait ce feeling-là au jeu, ouais. d'après moi, la plupart des gens qui voient ça, ils sont comme, ah, ok, c'est bon. Puis là, si tu leur fais essayer, ils vont être, oh oui, et là, c'est intéressant, là. Mais pour moi, son vrai problème avec ce jeu-là, c'est qu'il joue jusqu'à 4 là. Puis ça, Ah oui, c'est vrai. Oui, pour moi, on c'est avait déjà parlé de ça en plus. Je pense ouais. alors que c'est un jeu qui pourrait très bien se jouer à 6 7. Je- Puis il gagnerait en popularité puis à se faire connaître parce que moi, je comprends pas pourquoi ce jeu-là joue pas au moins à 5 là, parce que tu te limites tellement. Tu te limites tellement. Puis c'est un jeu de bluff. Les jeux de bluff, souvent, ben, tu vois, tu sais, ça se joue à beaucoup, là. Fait que je comprends Ouais, puis c'est un vraiment petit pas jeu de cette limite-là, party là. en plus, tu sais, justement, c'est un jeu de 10 minutes, tout ça, tu sais, C'est comme ça, là. tu veux être capable de pouvoir le jouer avec plus de monde. Faut Ouais. qu'on achète deux jeux, qu'on les mélange ensemble, puis ça va être correct. Ouais, peut-être, à la limite. Bon, en tout cas, ça sera à tester. Ouais. Sinon, on a parlé un petit peu, d'ailleurs, à l'épisode précédent, là, d'un jeu qui s'appelle Two Room and a Boom, Oh yeah. qui est un jeu pratiquement que de négociation et de bluff. Ouais. En fait, le but c'est de discuter avec les autres joueurs, d'essayer de deviner ils ont quel personnage, de cacher son personnage le plus longtemps possible, de s'entendre avec d'autres personnes pour faire des plans. Euh,
Donc, Two Room and a Boom, excellent jeu de party. C'est sûr que c'est un jeu qui va se jouer là, de le meilleur nombre autour de 20 personnes. Donc, un peu dur à mettre en place. Par contre, je l'ai déjà souvent joué à 10 personnes Ouais, ça marche en bien. famille. En fait, à 10 personnes en famille, ça marchait très bien, en fait. Très, très bien. En plus, à 10 personnes, l'affaire, c'est que tout le monde a des personnages qui sont... tu sais, c'est des bons personnages, là. C'est sûr qu'il y a dans les 25 personnages disponibles, il y en a qui sont un peu moins le fun, il y en a qui sont un peu plus compliqués, il y en a qui c'est moins clair qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Ouais. Alors que là, tu sais, quand tu joues à 10, tout le monde a un bon personnage, tout le monde est vraiment impliqué dans l'histoire. À 20 personnes, tu sais, les gens qui sont un peu moins négociation puis discussion, ben, tu sais, ils vont plus être dans leur coin puis ils vont regarder qu'est-ce qui se passe. Mm. Alors que quand t'as 10 personnes, tu sais, tout le monde est actif, tout le monde fait de quoi. Mais c'est un bon jeu, je Donc, pense. C'est un bon nombre pour comment jouer une première partie. Tu sais, il hmm, n'y a pas trop de rôles absolument. à se rappeler. Puis là, une fois que tu as fait les parties, tu vas te rappeler de ces rôles-là. Fait que c'est peut-être un bon nombre là, Ah, justement pour commencer à jouer puis à connaître le jeu. Là. ouais, s'introduire au jeu, puis tu sais, ça perd pas nécessairement de sa valeur, là. C'est le genre de jeu que tu te dis, ah, si t'es pas 20 puis c'est pas comme un gros truc, ça va vraiment être moins bon. Ouais. Non, tu sais, ça marchait très bien. C'est sûr que tu sais, c'est pas nécessairement l'expérience optimale, mais pour un petit jeu social, là, c'est excellent, là. Cool. Ouais, ouais, ouais. Bon choix. Ensuite, ben moi j'en ai quelques-uns à clencher. Là, tu m'interromps si tu veux dire quelque Ouais, chose ouais, sinon, parfait, mais vas-y, vas-y. j'en ai une couple là, que j'aimerais bien parler. Un petit peu plus vieux qui s'appelle Dragon's Goal, l'art du dragon, jeu de 2001. Fait par l'auteur Bruno Feducci. La grosse particularité de ce jeu-là, donc, c'est que, bon, à chaque tour, on va placer des cartes dans le but d'aller vaincre des dragons. Sur les dragons, il y a une récompense quand on va vaincre le dragon. Et quand le dragon est vaincu, ben, dans le fond, tous les joueurs qui ont participé à combattre ce dragon-là vont pouvoir se partager l'or du dragon, donc les trésors de ce dragon-là. Évidemment, il y a plusieurs types de joyaux, et là, il y a toute une mécanique de points de set collection, de joyaux pareils, donc des joyaux qui valent à l'unité plus cher que d'autres, tout ça. Et là, dès que le dragon est vaincu, tous les joueurs qui ont participé à son combat, on va se mettre un temps de sablier, et pendant le sablier, peut-être une minute, on va avoir une minute pour se séparer les joyaux du dragon. Donc, on peut séparer ça comme on veut, on peut en donner un à un joueur, tout le reste à un autre, ou splitter ça en parts égales, et en laisser sur le dragon. On peut faire ce qu'on veut, mais à la fin d'une minute, faut qu'on se soit entendu. Si on ne s'est pas entendu, personne n'a rien. Oh, c'est cruel. C'est intense. Donc, les jeux de négociation sous le stress, sous la pression, où tu dis, Hmm. non, moi je prends ça, moi je prends ça, si je prends pas ça, je fais pas de deal. Puis là, ça force la main aux autres joueurs, de dire, ouais, attends. Mais tu sais, c'est une minute pour négocier le tout. Des fois, tu fais juste comme, ok, vas-y, prends ça, puis je m'en fous, je prends le reste. Puis... Donc, vraiment une belle mécanique. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé ça, là, même si c'est très stressant. Puis en effet, là, ça finissait souvent en fait qu'on se partageait pas le gold parce qu'il y en a un qui était trop greedy. Puis t'es comme, moi, je fais pas de deal si je fais pas ça. Puis t'es comme, non, mais c'est sûr qu'on te laisse pas ça parce que tu gagnes la partie. Ouais, mais moi, je fais pas de deal sinon. Ok, ben t'as rien. Puis on a tout rien. Puis fuck off. Oh. C'est très très intense, mais j'ai quand même beaucoup aimé ça. Dragon's Goal. Et ça, c'est un jeu qui se... Tu sais, parce que c'est quand même un vieux jeu. Est-ce que c'est un jeu qui se trouve encore, tu penses, ou... Ben écoute, je sais qu'il a été réédité, encore une fois, il y a quelques années. J'ai pas l'année là, de réédition. Tu sais, j'ai vu la première version qui était quand même plutôt ben, pas très belle. Une nouvelle version qui était quand même pas mal mieux, pas mal améliorée, mais il semble difficile à trouver, là, dans le sens que je pense pas qu'il y ait beaucoup. Je pense pas qu'il a été si populaire que ça, puis qu'il se trouve encore vraiment en boutique, là. Sûrement possible de le trouver usagé à certains endroits, mais en effet, il a peut-être passé un petit peu inaperçu comme jeu, puis pas Ah ben neuf. 2001, tu sais, Ben, ça date quand même 2001, d'il y a un certain moment. Dans ouais, le monde du jeu, hein, ben, c'est 200 ans ah pratiquement. non, c'est extrême, là, mais tu sais, il y a probablement eu, tu sais, je sais pas à date de quand l'édition, mais probablement 3 4 peut-être 5 ans, fait que même là, ça fait longtemps, là, tu sais. Hmm. Donc, non, malheureusement, non, je pense pas que ça, je pense que c'est plutôt difficile, mais si vous tombez là-dessus, jetez-y un coup d'œil. Ensuite, une autre petite nouveauté que j'ai beaucoup appréciée qui s'appelle Insiders. Dans Insiders, c'est un jeu.
ben, un peu dans lequel il va y avoir un trait parmi nous. Mais c'est un jeu de devinette de mots dans lequel, ben, en début de partie, il y a un maître de jeu. Et le maître de jeu va connaître un mot. Les autres joueurs, on va essayer de trouver ce mot-là. Mais aussi, le traître, le insiders, va aussi connaître le mot. Mais le maître de jeu ne connaîtra pas qui est l'insiders, puis les autres joueurs ne connaissent pas ce qui est insiders, mais le maître de jeu et l'insiders connaissent le mot. Puis en gros, quand on a vu le mot, il y a une petite phase de on se ferme les yeux, on regarde le mot, tout ça. On part un sablier, on a 3 minutes pour trouver le mot que le maître de jeu connaît. Donc tout simplement, on va poser des questions. Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est une personnalité? Est-ce que ça se trouve dans la rue? Est-ce que... Whatever, tu vas poser des questions, le maître de jeu va juste répondre par oui ou par non. Et dans le fond, le but, ça va être de trouver le mot. Si après 3 minutes, on n'a pas trouvé le mot, tout le monde perd. Là, vous allez me dire, ben là, pourquoi l'insiders, il connaît le mot, pourquoi il ne ferait pas juste dire le mot drette comme ça dès qu'on commence? Ben c'est parce qu'on n'a pas gagné si on trouve le mot. Dès qu'on a trouvé le mot, la personne qui a trouvé le mot est automatiquement accusée d'être l'insiders. On va en discuter, puis on va voter si on approuve, dans le sens que si on vote vraiment pour lui, à savoir qu'il est l'insiders, ou si on pense que c'est pas lui, mais c'est quelqu'un d'autre. Et là, si on vote pour quelqu'un d'autre, ben, après ça, on va discuter pour savoir qui on pense qui est l'insiders parmi nous pour voter pour essayer de trouver le traître. Donc, c'est un petit jeu, super cute. C'est dans la même... c'est les Hunger Games, là, la même collection que le Deep Sea Adventure. Oui, Fait absolument. petit Ouais. jeu C'est une belle japonais. collection, ça. Ouais, vraiment une belle collection. Petit jeu, petite boîte, super simpliste. La boîte est rouge avec un œil dessus, c'est tout. Tu sais, super minimaliste, mais comme une petite variante de jeu de traître, de jeu de devinette de mots, de traître. Fait que le traître, lui, il connaît le mot, mais il faut pas qu'il le dise trop vite. Il faut vraiment qu'il aide les autres, qu'il pose des questions, qu'il va faire en sorte que les autres s'enlignent dans la bonne direction. Ça se peut qu'à un moment donné, qu'il soit obligé de le dire le mot pour essayer de bluffer le fait que ben non, mais là je l'ai dit, mais c'est un hasard, là, c'est pas moi, là, parce que l'insider dit jamais le mot, c'est ça. Fait que tu sais, il y a cet aspect-là, t'essayes de doubler les autres un peu de cette façon-là. Super intéressant. Petit jeu Insiders 2016. Avant que tu continues, Ouais, je veux pas trop t'interrompre, puis en fait, ça va surtout changer vraiment le sujet, mais on parlait justement de cette collection de jeux, là. ouais, Le nom, c'était Hunk Game, ouais, dans le fond. exact. Euh, Est-ce que tu as essayé A Fake Artist Goes to New York? J'ai pas essayé, j'en ai beaucoup entendu parler par contre, là, c'est un autre de ces jeux de cette collection-là Ouais. qui a l'air de Parce que sortir un peu du je le lot. vois beaucoup passer ces temps-ci, là, que ce soit genre dans des publicités, dans d'autres podcasts, dans des vidéos. Je vois beaucoup de promotions autour de ce jeu-là, puis je me demandais si tu y avais joué. J'ai pas beaucoup d'informations, à part que c'est un autre jeu de traite, mais où on va jouer avec des crayons de couleur. Ouais, Euh, tu fais des dessins c'est ou ça. comme quelque chose comme ça? Ouais. Je sais Euh, pas si ça me fait un peu penser à Dreams. When I Dream. Non, pas When I Dream, Non, juste juste Dreams. Dream, ouais, c'est ça. Dans le sens Où que, dans le fond, tout le monde connaît un mot à dessiner, je pense, et sauf un, Ouais, puis dans le fond, à ton tour, tu fais un trait, puis l'autre joueur fait un trait, ouais. puis l'autre joueur fait un trait, puis l'autre joueur fait un trait, puis on fait un dessin ensemble, mais il y a un joueur qui sait pas qu'est-ce qu'on C'est fait quoi le comme dessin? dessin. Ouais, ça Donc, fait penser à ça. Ça a l'air pas pire. En fait, je pense que tu dessines dans la boîte ou sur un petit pad effaçable. c'est un Là. petit pad effaçable, ouais, exact. J'espère que les crayons sont bons pour un jeu de même. Là. Si tes crayons sont plus bons, en plus, ils sont tout petits, fait que parce Ouais. que ta boîte est petite. Là, fait que s'ils sont plus bons, tu pourras pas les remplacer par d'autres crayons. Là. Non, c'est ça. C'est vraiment basé pour ça, là, sur l'utilisation des crayons, parce que la couleur du crayon, c'est ton identité. Tu sais. Comme ça, on voit les couleurs, puis on sait, ah, toi, t'as fait les bleus, mais c'est fucking bizarre ce que t'as fait, donc c'est peut-être toi, tu sais. Fait que... Ok, ouais, je comprends. Mais, Bon, ben. en tout cas, En je l'ai tout pas cas, essayé. faut J'ai l'impression l'essayer. que peut-être... J'avais l'impression que c'était un petit peu mieux fait que Dreams, là. Dreams, Ah, ben Dreams, ouais, on n'en c'est parle pas c'est aujourd'hui. Là. intéressant, là, mais bon, c'était un petit peu bizarre comme concept, puis qui marchait moyennement. Plus ou Là, moins. j'ai l'impression que celui-là Et marche un petit vraiment peu mieux. généreux. Là. Non, mais c'était pas pire. C'était le fun quand même. Ah, c'était terrible. On fait des C'était galaxies, terrible. des étoiles, là, puis des systèmes solaires, puis tout. Là.
Ok, Hmm. on en reparlera. Euh, Sinon, je vais peut-être en mentionner un petit dernier avant qu'on tombe dans notre top 5. Un jeu qui s'appelle Liveboat, un autre vieux jeu, là, 1993. J'en parle parce que c'est un autre jeu là, qui brise un peu des amitiés, si on veut, dans ce jeu-là. Il va y avoir plusieurs bateaux qui vont... dans le fond, le plateau, c'est un lac, puis de l'autre côté, il y a une rive. Ton but, c'est d'amener tes personnages de l'autre côté de la rive à l'intérieur des différents bateaux. Dans un bateau, il peut y avoir plusieurs joueurs, mais c'est vraiment un gros jeu de vote où à tous les tours, ben, on va devoir voter quel bateau avance devoir trouver dans quel bateau de l'eau va s'infiltrer et si on doit kicker quelqu'un à l'extérieur du bateau parce qu'il n'y a pas assez d'espace, ben, on va voter aussi à savoir qui on met à l'extérieur, on renvoie puis on pitch à l'eau parce qu'il n'y a plus d'espace dans le bateau. Donc c'est vraiment un gros jeu de... On est tout le temps en train de voter pour qui on expulse, qui on fait avancer, qui passe pas telle étape. Vraiment un bon jeu de négo parce que tu essaies de te faire des alliés, tu essaies qu'ils t'aident à rester dans tes bateaux, t'aident de rester dans leur bateau pour qu'on se protège aussi ensemble. Euh, Assez original comme jeu, très très particulier, un autre jeu plutôt difficile à trouver, je pense, de nos jours, tu sais, qui se joue jusqu'à 6 joueurs, et je pense qu'il il prend tout son sens à 6 joueurs avec toutes les interactions qu'il y a possibles entre les joueurs. Donc ça, c'était Liveboat 1993. Bon, ben peut-être qu'on peut conclure ça avec un jeu qu'on a déjà parlé pas mal dans le dernier épisode. Donc si vous voulez plus de détails dessus, on en a parlé un peu plus. Mais il s'agit du jeu Empires, qui vient tout juste de sortir, donc qui est sûrement le gros jeu de négociation là, qui est sorti récemment. Jeu dans lequel tu peux absolument tout échanger avec les autres. Donc les joueurs contrôlent des pays, puis ils vont produire dans le fond des boîtes. Là. Tu sais, c'est vraiment un truc de production très simple. T'as des workers, t'as des usines. Quand tes workers vont sur des usines, ils produisent, excusez pas des boîtes, de la bouffe. Ouf. Et au début de ton prochain tour, tes workers, ils mangent la bouffe, ils vont sur leurs usines, ils produisent plus de bouffe. Donc c'est tout simple comme ça la mécanique, mais au final, qu'est-ce qui fait vraiment la force du jeu, c'est que tous les échanges sont permis entre les joueurs. Et il y a des guerres à chaque tour. Dans le fond, à chaque fin de tour, il y a une guerre. Mais tu sais, c'est une guerre il n'y a pas de confrontation entre les joueurs. En fait, c'est une guerre d'enchères. Et s'il y a une égalité, disons, dans les enchères, puis tout ça, ben là, c'est là que les négociations vont revenir de l'avant, là. Donc, c'est un jeu dans lequel tous les échanges sont permis. Euh, pour les jeux de négociation, en fait, c'est assez exceptionnel, là. Je pense que ça va faire sa marque et rester là, comme un bon jeu de négociation qui se joue jusqu'à 10 joueurs. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Là. Je pense qu'à 4-5, ça doit être un peu limité. Mais à 7, 8, 9, là, ça doit être... ben, en fait, c'est excellent. Là. Ouais, j'ai vu, ça a l'air massif quand même comme jeu, non? Il y a Pour de beaucoup de vrai, choses, là. Il y a beaucoup de stock, il y a beaucoup de il- matériel, là. oui, ça c'est vrai, là, mais il y a beaucoup de ressources différentes dans le jeu. Puis en plus, les ressources, dans la configuration initiale, c'est juste tu les prends, tu les mets partout sur la table. Fait que c'est vraiment un jeu où il y a des ressources partout. Euh, mais c'est ultra simple à gérer comme jeu. Là. Ça vient vraiment de l'interaction entre les joueurs, la complexité, mais pour de vrai, c'est un jeu qui s'explique en 10 minutes peut-être. Ouais, ben, c'est parce que plusieurs personnes m'ont parlé de ce jeu-là. Gros jeu d'échange, on échange tout. C'est un party game, j'ai jusqu'à 10. Je regarde tu sais, je prends la boîte, je regarde le matériel, je commence à lire les règles. Je suis comme, pas un party game, ça, là. Il y a comme 10 pages de règles puis tout, là. Je suis comme, voyons, voyons, Mais tu sais, je m'attendais pas à ça, tu sais. Après ça, oui, je vois que c'est pas très compliqué comme jeu, mais il y a tellement de choses. Le manuel est immense pour un jeu de même, non? ben, tu sais, on avait. Je dois avouer, j'ai pas lu le manuel. Là, tu sais, je me le suis fait expliquer, donc c'est sûr que c'est toujours un peu différent d'approche. D'après moi, c'est un jeu que. euh, Tu sais, je sais que c'est deux frères qui l'ont fait, c'est leur premier jeu. D'après moi, c'est un jeu qui est comme un peu artisanal. Là, tu sais, les règlements pourraient sûrement être largement simplifiés. Puis ça rendrait juste le jeu encore meilleur et plus fluide. Là, tu sais, c'est un jeu qui a plein de petites étapes à chaque tour que tu dois faire. Puis
D'après moi, ça aurait demandé peut-être un travail d'édition là, juste un peu plus serré pour le Ouais. rendre juste un peu plus Ben, simplifié, enlever comme quelques exceptions, quelques phases de jeu qui sont un peu comme laborieuses pour rien. Là. ouais, ben aussi, ça aurait pas été une mauvaise chose de penser à un meilleur titre. C'est Non, mais clairement le titre le plus générique et c'est qui a ça. aucunement rapport avec le jeu. Parce En plus, que, t'as l'impression que c'est pratiquement médiéval. ouais. Mais en réalité, c'est un jeu de factory, où tu produis de la bouffe dans des usines. Non, non, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Ce Non, mais jeu-là, il n'y a rien pour lui, là. tu le cherches sur BGG, là, Empire, puis t'as plein Ah, de tu le jeux de trouves ce même type-là. pas? Tu le trouves même pas, en Tu sais, fait? tu peux pas le trouver, là. Tu peux pas le trouver, là. Il est caché, là. Puis je veux dire, pour vrai, Ouais, depuis tantôt, je regarde, puis je le trouve pas. Puis je sais qu'il est là, là. Je l'ai vu, mais je le trouve pas. exact. Pour le trouver, il a fallu que je tape Empires BGG dans Ah Google, puis là, il oui. m'a sorti la Ah, page. ben, c'est parce qu'il est pas noté encore. Il y a pas assez de monde qui a noté. Fait qu'il est Ouais. comme pas raté. Fait qu'il est vraiment bas dans tous les jeux Nowhere, là. Mais tu sais, j'ai l'impression quand même que c'est un jeu qui va peut-être passer un peu à côté là, du grand public, Ah, justement, parce que c'est un peu indépendant comme projet, j'ai l'impression. ouais. C'est Euh, quand même WizKid. Malgré tous ouais, les c'est ça qui est publishers, là. bizarre Ça me en plus, hein. surprend, là. C'est quand même un mix étrange comme jeu. Le jeu, au final, là, reste excellent. Là, tu sais, c'est un superbe jeu. Mais je le mettais dans une catégorie. On avait parlé de ça il y a quelques épisodes. Tu sais, on parlait du genre party gamer. C'est Ouais. comme les jeux de party, mais pour gamer. Ouais. Celui-là, selon moi, il rentre dans cette catégorie-là. Tu sais. C'est un jeu de party qui va durer 1 heure, qui a plus de règles dedans, mais le feeling il est là. Tu sais, comme c'est tranquille, c'est un jeu de party, tu peux jouer à ça un peu n'importe quand. C'est pas si long que ça pour un jeu de cette ampleur-là. Donc. Ok. Cool, cool. Bien hâte de Mais l'essayer. par contre, t'as soulevé des bons points sur ce jeu-là, puis c'est ça. Mais c'est peut-être un peu aussi l'attrait de ce genre de jeu-là. Tu sais, c'est comme un peu underground. Ouais. Là, tu sais. C'est des indie games, là. Pourtant, c'est WizKid qui le fait. Ouais, Fait c'est que ça. c'est vraiment comme. En tout cas, ça se place dans une case bizarre comme jeu. Là. Je Ouais. suis pas sûr que ça va. D'après moi, c'est un jeu. Si t'aimes les jeux de négociation, tu vas aimer ça. Sinon, réellement, il y a rien dans ce jeu-là pour toi. Là. Ouais. Ah ouais. Ben, en tout cas, on va voir, là. C'est sûr que peut-être que la distribution internationale n'est pas tout à fait débutée. C'est quand même un jeu qui revient de SN. Fait que des fois, ça se peut que ça prenne du temps avant qu'on le revoie, là. C'est peut-être pour ça il est pas mal bas dans BGG, du moins dur à trouver, là. Mais on va voir, là, s'il prend un peu plus d'ampleur, s'il se fait distribuer un petit peu plus officiellement un peu partout, là. Ah, ben, je le souhaite, parce que moi, ça a été un classique instantané de jeu de négociation. Là. Mhm. J'en doute pas, mais il est pas dans ton top 5 pourtant. Il est pas dans mon top 5, mais on arrive maintenant dans le top 5 pour découvrir c'est quoi nos jeux favoris de bluff et de négociation. Numéro 5. Mon numéro 5 se retrouve plus haut sur la liste de Simon, donc je vais attendre un peu. Ouh, déjà vu, déjà vu. Oui. Ok, alors mon numéro 5 se retrouve plus Ah. haut sur la liste de JF, alors on va attendre un tout petit peu. Numéro 4. Mon numéro 4 se trouve aussi plus haut sur la liste de Simon, donc je sais pas pourquoi on dit ça, mais on va en reparler tantôt. Ok, mon numéro 4, il s'agit du jeu Masters of Commerce, réédité juste après sous le nom de Panic on Wall Street. Bon, qui est selon moi un nom absolument terrible pour le jeu, mais bon, dans mon cœur, ça va toujours rester Masters of Commerce. Masters of Commerce, c'est un jeu absolument unique qui se joue jusqu'à 11 joueurs. C'est un jeu de spéculation pas terrière, de terrain, dans le fond, spéculation sur des terrains. Un jeu qui est séparé en deux phases. On va avoir la phase de négociation où certains joueurs vont jouer en fait, toute la partie, dans le fond, au début de la partie, on joue soit un propriétaire terrien ou soit un. Bah, ça, c'est pas nécessairement clair, là, mais le Un, gars qui va louer le terrain un pour faire une acheteur, ouais. business dessus. Ouais, c'est ça, un genre de locataire, tu sais, mais commercial. Là.
Et ça, c'est la phase. Donc, les propriétaires sont assis à une table et ont leur terrain devant eux. Et tout le matériel on peut écrire dessus. Donc, avec un crayon, on écrit sur le terrain réellement. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et les acheteurs se trouvent de l'autre côté de la table, de façon générale debout parce que c'est assez extrême. Euh, et on va commencer un chronomètre, je crois qu'il est de 3 minutes. Et là, le combat, si on veut, commence. En fait, les acheteurs et les propriétaires vont tenter de s'entendre sur un prix pour la location d'un terrain pour la ronde. Fait que dans le fond, moi je dis, moi je mets 10$ sur ton terrain. Le propriétaire va dire, ok, c'est bon, il va mettre un 10$ temporaire qu'il va écrire avec son crayon sur le terrain. Et les autres joueurs peuvent venir surenchérir. Mais tout ça se fait en temps réel. Celui qui crie le plus fort a un avantage, c'est clair. Donc c'est un jeu, en fait, tu joues une partie ou deux et t'as plus de voix là, le lendemain. Donc, et en fait, tu peux aussi sceller l'entente. Donc, en fait, en mettant un jeton sur le terrain, dans le fond, le propriétaire fige le prix et dit ok, j'irai pas plus haut, donc je te le loue à ce prix-là, c'est clair. Et la deuxième phase du jeu, donc quand le 3 minutes est écoulé ou que tous les terrains ont été loués, dans le fond, ça va être l'autre phase du jeu où on va rouler des dés en fait pour déterminer la fluctuation des terrains. Parce que les terrains, ils ont des couleurs et chaque couleur a le potentiel de fluctuer plus ou moins sur le prix sur la valeur du terrain. Donc, on va rouler les terrains vont bouger et on va distribuer l'argent aux locataires qui ont loué les terrains. Les locataires vont payer les propriétaires pour le terrain. Et bon, ensuite, on va recommencer ça plusieurs fois de suite, dans le fond, pour déterminer un gagnant. Bon, il y a un peu plus de complexité derrière. Les propriétaires vont acquérir des nouveaux terrains aussi, donc vont grandir leur empire, vont avoir plus de terrains à louer. Et tout ça, c'est vraiment un jeu là, de négociation absolument frénétique. Je pense qu'on avait déjà eu la chance d'en parler un peu de ce jeu-là et on avait joué à ça dans une convention principalement de Wargame. On avait joué une partie, on en avait commencé une deuxième. Quelqu'un s'était levé, il était venu nous voir, il avait dit ok là les gars, ça c'est votre dernière partie de ce jeu-là. Et après il était parti s'asseoir, il avait rien dit d'autre. On avait dit ok, on comprenait, c'était parce que c'est un jeu qui fait énormément de bruit. Les gens se poussent, les gens écrivent sur la table sans faire exprès avec leur crayon, les gens lancent de l'argent, lancent des jetons. Donc c'est quand même assez fou comme jeu, là, comme jeu d'échange. Je sais pas JF, toi si t'as une vision de ce jeu-là ou... Ben, j'ai pas joué beaucoup, mais en effet, tu sais, c'est pas mal ce que je m'appelle de cette expérience-là. Là. Quoique lancer de l'argent puis des jetons, je pense que c'est pas mal juste avec toi que ça peut arriver. Mais quand même, quand même un jeu assez, assez frénétique, là, comme tu le dis. Puis surtout que ben, la phase de négo, elle se passe en temps réel, 3 minutes. Donc, tu sais, t'as trois personnes qui vont te négocier pour le même terrain, puis qui vont enchérir, puis enchérir. Donc, ouais, c'est ça. C'est très unique aussi, mais tu sais, l'autre truc très unique du jeu, c'est que t'as deux rôles, puis t'as deux gagnants en réalité. T'as le gagnant Oui, des c'est vrai, t'as un propriétaires gagnant. terriens, puis t'as le propriétaire le gagnant des acheteurs. Fait que ton but, c'est quand même aussi de faire le plus de cash dans les deux côtés. Fait que, ouais, c'est ça. Très, très, très cool pour ça, là, très particulier là, comme expérience. Ouais, absolument. Donc, numéro 4, Masters of Commerce ou Panic on Wall Street. Quel nom décevant. Numéro 3. Mon numéro 3 était le numéro 5 de Simon et c'est le jeu Sheriff of Nottingham. Jeu de 2014 et dans le fond dans lequel notre but ça va être de passer de la marchandise légale ou peut-être un peu moins légale, donc de la contrebande au village sans se faire coincer par le shérif. À tour de rôle, les joueurs vont être le shérif. Et dans le fond, à tous les tours, on va pouvoir placer de la marchandise dans nos petits sacs et le tendre au shérif en disant ce qu'il y a dans notre sac. Donc, il y a clairement 4 pommes dans mon sac.
Mais tu peux peut-être cacher de la petite contrebande. Je l'ouvre! Je... Non, 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 attends, attends. Oh, ça a déjà cliqué. C'est ça, les petits sacs qui se clippent, là, normalement, la règle, c'est que tu le clips pour le fermer. Si le shérif l'ouvre, il le déclippe, il l'est ouvert, il va inspecter le sac. Mais avant qu'il déclippe ton sac, il peut te demander peut-être un petit pot de vin pour qu'il te laisse passer sans faire de vérification. Donc, beaucoup d'échanges et de négos à ces moments-là. Peut-être que tu t'en fous puis que tu veux lui dire, ben regarde, ouvre-le mon sac parce que moi, j'ai rien à cacher. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux puis que c'est un Peut-être bluff. que tu bluffes. Exact. Évidemment, si le shérif ouvre ton sac et il trouve de la contrebande, tu vas lui devoir lui payer une pénalité. Et de sorte que les autres joueurs pourraient aussi demander au shérif d'ouvrir le sac à un certain joueur et le payer le shérif pour qu'il ouvre le sac d'un autre joueur. Donc, il y a plein d'aspects vraiment intéressants dans ce jeu-là. C'est assez simple, on joue des cartes, on a des cartes en main, on peut faire des... À chaque tour, on va pouvoir en échanger avec les paquets de base et essayer de bien s'en sortir en ramassant, en récupérant et en faisant rentrer au village le plus de ressources possible. Donc voilà, tu veux en parler un petit peu, Simon? Ben, t'as pas mal tout dit, mais c'est un excellent jeu, en fait, là, et de bluff et de négociation, Mhm. Exact. qui peut être joué avec un public vraiment varié. Là. Je l'ai joué avec vraiment des gens différents, des gens qui étaient plus des gamers, des gens qui étaient pratiquement pas des joueurs. Et ça a toujours bien marché. Mhm. Très simple, très le fun, pas très long non plus. Hein. Tu peux jouer à 5 joueurs, ça va durer à peu près 1 heure et quart, 1 heure et 20. Super beau en plus le jeu, là. T'as des méga piles de cartes là, qui sont dans un truc en plastique quand même bien fait. Ouais. T'as tes petits sacs dans lesquels tu glisses tes cartes. Ouais. Les plateaux de joueurs aussi, tu sais, sont simples, mais sont bien ergonomiques. C'est là que tu vas ranger tes ressources. Puis il y a l'ordre Oui. de tour aussi, qui est très simple, mais c'est tout le temps le fun d'avoir un petit rappel comme ça, là. Non, non, très bon jeu. En fait, les deux, on l'a dans notre top 5. Je pense aussi que c'était le jeu qui fitait très bien dans bluff et Ouais, négociation. Tu sais. C'est vraiment un mix des deux ouais, qui est très fort, là. exact, exact. Mon numéro 3 il s'agit du jeu Lords of Vegas. Donc, on en avait déjà parlé un petit peu à d'autres moments. Les joueurs vont incarner des propriétaires de casinos qui build Las Vegas, dans le fond, au tournant du siècle, j'imagine, 1930. Donc, on construit la Strip à Vegas. Gros jeu de dés, en fait. Hein. Ah oui, c'était justement dans l'épisode sur les jeux de dés qu'on avait parlé. Mais c'est surtout un gros jeu d'échange. C'est un jeu dans lequel on a le droit d'échanger absolument tout. On peut échanger nos casinos, on peut échanger de l'argent, on peut échanger nos dés, on peut échanger euh, tout ce que vous possédez, en fait. Euh, c'est un jeu où il y a quand même un peu d'hasard, vu que c'est quand même un jeu de dés, mais les échanges que tu peux faire sont très intéressants et ils sont c'est un jeu de tendance, hein, fait que t'essayes de lire les tendances qui vont arriver, mais en même temps, tu sais, lire les tendances, c'est comme s'imaginer que tu peux gagner au casino. Donc, le jeu, il est bien imbriqué pour ça. Fait que les échanges que tu fais, souvent, c'est dans le fond beaucoup de risques pour une très grosse récompense. Là. Il dirait en anglais high risk, high reward. Ouais. Euh, Très bon jeu d'échange, en fait. Là, moi, j'apprécie beaucoup ce jeu-là, surtout qu'il est quand même pas très long aussi. Là. Ok, C'est un très bon jeu. cool. Numéro 2. Mon numéro 2 est le jeu de Bonanza 1997, Jose Rosenberg. J'en ai déjà parlé dans les jeux de cartes. Ouais, ça doit être ça, hein, les De jeux de cartes. cartes. C'est bien ça. C'est un jeu d'échange de bins où nous allons planter des bins de différents types. Nous allons avoir deux champs pour planter nos bins. Notre but, c'est d'accumuler le plus de bins du même type dans le but de les vendre au plus cher prix et de faire le plus d'argent dans la partie, tout simplement. Mais à chaque tour, tu vas être obligé de planter des bins de ta main et ensuite, tu vas en retourner deux du paquet. Ces bins-là, tu vas être obligé de les planter à moins que tu réussisses à les échanger aux autres joueurs parce que des fois, c'est pas des bins nécessairement que tu voudrais planter parce que tes champs sont pleins de d'autres types de bins.
Donc, je trouve que c'est un bon jeu d'échange, de négociation. Je trouve que c'est pas compliqué comme jeu. C'est un bon jeu d'introduction à la négo aussi, qui peut jouer avec pas mal n'importe qui. Les règles sont simples. Il y a quelques petites particularités intéressantes que j'ai pas vues dans beaucoup d'autres jeux, là, dont la file d'attente dans ta main, parce que les cartes que tu as en main, tu peux pas les jouer dans n'importe quel ordre. Tu dois toujours jouer la prochaine. Je pense que c'est la plus à droite, tu dois la planter. Quand tu piges des cartes, tu les places toujours à gauche, puis ça fait une file d'attente. Mais l'échange te permet de prendre des cartes de ta main et les échanger à un autre joueur, donc de peut-être un peu trier, puis essayer d'avoir une file d'attente qui te convient, là, puis qui correspond à ce que tu es en train de planter comme bin. Donc, gros classique pour moi, là, vraiment, vraiment un excellent jeu, là, Bonanza. Ah ouais, Bonanza, c'est un très bon jeu de négociation et d'échange. Mais c'est ça, tu sais, par rapport à d'autres jeux d'échange ou par rapport à Empires ou Master of Commerce, c'est sûr que c'est des jeux plutôt, c'est un jeu plutôt limité parce que t'as pas énormément d'options d'échange à ton tour. Tu flippes deux cartes, c'est là que tu échanges, tu peux pas rien donner de ta main quand c'est ton tour. Donc, c'est plutôt limité, mais je trouve que ça fait bien la job pour un jeu d'échange simple qui va pas durer non plus des heures, là. Non, ben c'est ça, je comprends que c'est vraiment l'attrait. Tu sais, dans le fond, moi, je suis un fan de jeux de négociation, tu sais, ultra ouverte et tout, mais en même temps, je vois dans Bonanza vraiment une façon de bien le faire pour que tu puisses faire des échanges puis que ce soit pas éternel, là, tu sais. Les Exact. gens qui veulent pas faire d'échanges, ben, tu sais, ils sont pas obligés d'en faire tant que ça, puis ils ont juste à proposer à quelqu'un quelque chose, s'il le veut pas, ben, c'est fini, puis Exact. ça, c'est pas un jeu qui va tourner en rond, là, Ouais. pendant des jours, là. Puis c'est quand même assez facile, généralement, de savoir si tu fais un bon échange ou pas, dans le sens qu'il n'y a pas 1000 affaires à prendre en considération. Quand l'autre propose un deal, puis c'est pas un bon deal, généralement, t'es capable de le voir assez rapidement, puis assez facilement, là, tu sais. Ouais, puis souvent ça va être aussi circonstanciel. Tu sais, ben toi t'as tel type de bin, lui il en a, mais il en a pas de Ouais, c'est ça. besoin. Fait que c'est un peu plus simple de voir là, si tu te fais avoir ou non, Ouais, là. c'est ça. C'est pour ça que je dis peut-être plus un jeu d'introduction dans le jeu d'échange, de négociation, mais bon, ça reste que j'y joue encore assez régulièrement. Ouais, ouais, c'est pas un jeu. C'est un jeu profond en fait, là, Mm. malgré tout. Là, tu sais. Même si c'est un bon jeu d'introduction, ça veut pas dire qu'il y a pas une valeur quand t'es rendu expérimenté. Ouais, Là, c'est ça. parce que c'est un type de jeu d'échange vraiment. On pourrait dire un peu plus strict, là, mais je pense que Ouais. c'est ça qui fait l'attrait, là. Mhm. Exact. Mon numéro 2 c'était le numéro 5 de GF. Et ça, c'est, si je me trompe pas, pratiquement exactement la même configuration que dans l'épisode précédent. Ouais. Donc, le numéro 5 de GF et mon numéro 2 sont et étaient Diplomatie. Diplomatie 1959. Gros jeu de négociation, en fait, pré-Première Guerre mondiale, les années 1900. C'est encore une fois un jeu dont on a longuement parlé dans l'épisode 14, qui est l'épisode précédent pour ceux qui s'intéressent à ça. Mais disons, l'aspect principal par rapport à la négociation dans ce jeu-là, c'est que il y a une phase dans le jeu où les joueurs vont négocier à air ouverte, donc ils peuvent aller n'importe où dans la maison, ils peuvent aller dehors, ils peuvent se cacher, ils peuvent espionner, écouter aux portes, se cacher dans un bain derrière le rideau pendant que deux personnes parlent pour écouter qu'est-ce qu'ils disent. Donc ça, c'est toutes des choses qui peuvent être faites. Et dans la phase suivante, dans Ça le me fond... semblait une histoire vraie, ça, là. Ça me semblait une histoire vécue, cette affaire-là, là. C'est trop Ah ouais, spécifique, mais là. mais quand les gens vont toujours parler au même endroit, ça devient prévisible. Après, tu sais que tu peux les espionner, là, donc faites attention à ça. Variez vos Ok, lieux de rencontre si ok. vous avez des rencontres top C'est une secrètes. histoire vécue par toi qui le faisait à d'autres mondes. C'est ça que je comprends, là. Ah, ben là, c'était une bonne technique pour avoir des informations, là. Oh là là. Euh, oui, donc, et la deuxième phase du jeu, tous les joueurs secrètement vont écrire sur un papier le déplacement de leurs unités et tout le monde va le remettre en même temps. Ensuite, on va révéler les actions de tout le monde, on va les faire sur le plateau simultanément. Et de là vient l'aspect intéressant de la négociation parce que t'as beau négocier un deal avec quelqu'un, tu sais jamais si cette personne-là va respecter son engagement tant que les papiers n'ont pas été révélés. Donc, si tu as des territoires qui peuvent être à risque, là, tu es toujours un peu nerveux. Là, finalement, l'autre personne, elle a fait qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle allait faire, mais toi, tu as reculé une de tes unités juste parce que tu étais trop nerveux. Là, ça vient brûler un peu la confiance. Pourquoi tu pensais que j'allais t'avoir, puis tout. Donc, gros jeu de négociation, gros jeu d'alliance. C'est un jeu dans lequel il y a
très peu de ressources. En fait, réellement, les seules ressources qu'il y a, ce sont les territoires. Les territoires vont générer des unités, mais réellement, les ressources, c'est les territoires. Donc, c'est la seule chose qu'il y a à négocier dans le jeu. Mais c'est un jeu qu'après avoir joué pendant 12 heures, ben, il y a encore des choses à discuter. Ouais, exact. C'est un jeu qui laisse des traces où on peut avoir des histoires pendant des années à raconter. Donc, si vous voulez en savoir plus sur quelques histoires, vous pouvez écouter l'épisode 14 où on en parlait un petit peu plus en profondeur. Mais juste dire l'autre chose aussi, c'est que, comme tu disais, la ressource principale, c'est les pays. Mais si je ne me trompe pas, il y a des pays capitales puis des pays neutres. Hein, Ouais, dans le fond, c'est il ça. y a les pays qui servent à rien, si on veut, puis il y a les pays qui ont un point dessus, puis c'est ces pays-là qui vont te générer des unités, là. Donc C'est c'est ça. réellement ça la ressource du jeu, Fait là. que tu sais, tu veux avoir plus de capital pour avoir plus d'unités. Chacune de tes unités vaut un point, donc il n'y en a pas qui valent plus. Fait que plus t'en as, plus t'es présent. Les territoires qui n'ont pas de capital, ben, tu sais, ils valent peut-être rien en théorie, sauf qu'ils ont un positionnement tactique qui peut t'aider à conquérir d'autres territoires. Donc il y a quand même une valeur dans ces territoires-là. C'est ça. Puis il y a deux unités. Il y a l'unité terrestre et les bateaux. C'est tout. Donc, super simple comme jeu, c'est impressionnant là, à quel point c'est simple. C'est sorti en plus la même année que Risk, ce jeu-là. Euh, Ah, ok, bon. donc, c'est vraiment impressionnant comment ils font simple avec pas grand-chose et que tout se passe dans la diplomatie. C'est pas pour rien ce nom-là, dans la diplomatie et les négociations entre les joueurs. Donc, très, très bon jeu. Jeu d'expérience unique. On veut se prendre une bonne journée complète pour jouer à ça ou avoir plusieurs heures devant nous. Mais pour ceux qui n'ont pas essayé, là, pour vrai, c'est à faire au moins une fois. Ouais, c'est un incontournable du jeu. C'est sûr que ça demande un peu d'organisation. On est d'ailleurs dû pour une partie, mais comme, tu sais, je crains un peu ça, là. Ah, moi aussi. C'est stressant une partie C'est de vraiment stressant. Diplo, là. Tu joues pas vraiment, puis je l'ai dit dans l'épisode précédent, mais je pense que ça vaut la peine juste de le mentionner. C'est que après le premier tour, tu n'es plus toi qui joues à un jeu, tu es réellement le dirigeant. Et c'est ça qui fait mal, en fait. C'est ça qui fait que c'est si dur de se détacher. C'est que t'es. Je sais pas qu'est-ce que ça crée. En fait, tu sais, on parle souvent. Ben, nous, on n'a pas parlé souvent, mais c'est un sujet connu, le Magic Circle. Dans les jeux de table. Et tu sais, c'est dans le fond ce qui englobe le jeu. Donc, jusqu'où et la portée du jeu. On fera peut-être un épisode plus poussé sur le Magic Circle, mais dans le fond, quand tu C'est bon. ouvres un jeu sur une table, ça crée un cercle magique, dans le fond, qui est le monde du jeu, si on veut. Mais le cercle qui est ouvert par diplomatie, tu sais, ça fait penser à Jumanji, là. Ça sort, là, puis c'est quand même, c'est ça, c'est à la limite du jeu, là. Alors, bon, je pense qu'on en a assez parlé de ce jeu mythique et épique Diplomatie. Numéro un. Mon numéro un est le jeu que je considère comme étant un des meilleurs jeux de bluff, plus que de négociation. C'est vraiment un jeu de bluff et c'est le jeu Coup ou Complot en français de 2012, dans lequel chaque joueur va avoir en début de partie, deux personnages. Dans le jeu, il y a cinq personnages différents. Et à chacun des tours, tu vas te prétendre avoir un des cinq personnages dans le but de faire son action. À chaque fois que quelqu'un prétend être un personnage, ben, n'importe qui alentour de la table peut caler le bluff et essayer de deviner s'il a dit la vérité ou pas. Évidemment, si le joueur se fait pogner à mentir, ben, il y a une conséquence pour lui, c'est-à-dire qu'il va perdre un personnage. Tes personnages, t'en as deux, c'est aussi tes vies. Dès que tu perds tes deux personnages, tu es éliminé de la partie. Dernier joueur en vie avec au moins un personnage remporte la partie. Évidemment, si tu te fais challenger par un joueur, mais tu avais dit la vérité, c'est ce joueur-là qui perd un personnage. Donc, il y a toujours un bon risque et un coût à payer quand tu veux challenger les autres sur la véracité de leur affirmation, qui te tient tranquille des fois, puis qui te fait dire, bof, laissons-le aller parce que je veux vraiment pas perdre mes personnages. Donc, c'est un jeu assez exemplaire dans le genre. Il y a plein d'autres petits jeux de bluff aussi qu'on n'a pas trop parlé. Là. Il y a encore une bonne quantité. Euh, Meku, dans sa simplicité, je trouve, fait le meilleur travail, apporte beaucoup de situations possibles, rajoute beaucoup de rejouabilité au jeu aussi. C'est vraiment aussi
c'est sûr que c'est très lié à ton groupe de joueurs. Si les joueurs ne mentent pas dans ce jeu-là, ça va être vraiment plate la partie. Donc, il faut vraiment vouloir. Ben, faut vraiment prendre le jeu à cœur puis vouloir mentir, bluffer au bon moment dans le but de brouiller les pistes pour les autres joueurs. Mais pour moi, c'est de loin un des meilleurs jeux de bluff là, qui existe à nos jours, qui s'appelle Crew. Ouais, ben en fait, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est sûr que moi, j'ai mis plus des jeux de négociation dans mon top, mais dans les jeux de bluff, en fait, si on parle exclusivement de bluff, je pense que Coup, c'est le jeu de bluff par excellence, là. Et c'est très bon. En plus, il y a la version Coup Rébellion Ouais, G54 qui rajoute quelques nouvelles... Ben, en fait, qui rajoute des alternatives aux cartes qui existent déjà, qui permettent de jouer à plus de joueurs aussi. Euh, donc, je pense qu'avec cette version-là, là, c'est là pour rester un classique du jeu de bluff. yes. Mon numéro un était le quatrième jeu sur la liste de GF. Il s'agit du succès Chinatown, sorti en 1999, alors pratiquement 20 ans déjà. Donc ça va assez vite. Chinatown, on va développer dans le fond un Chinatown dans une grande ville. En fait, je crois que c'est New York d'ailleurs. On va développer le Chinatown de New York. On va acquérir des bâtiments qu'on va construire. Et c'est pas mal ça le jeu en fait. On a des bâtiments, on pige des bâtiments et après ça on construit des bâtiments. Il n'y a pas d'argent pour construire, il n'y a rien de tout ça. On va recevoir aussi L'argent c'est. des terrains. Aussi, c'est quand Ah même oui, c'est important, ça, là. excusez. Oui, 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 c'est ça. On reçoit des terrains et des commerces dans le fond. On Exact. reçoit les deux. Et à partir de là, dans le fond, il y a une période d'échange où tout est échangeable. Les terrains et les commerces sont échangeables. Le but va être de faire, bon, je simplifie un petit peu, mais de faire les commerces les plus gros possibles. Donc, de coller un restaurant avec un autre restaurant, puis une buanderie avec une buanderie, et un magasin de poissons avec un magasin de poissons, dans le but de faire les plus grandes surfaces possibles. Donc, bien entendu, tu vas vouloir aller échanger à d'autres joueurs des terrains que eux possèdent qui sont près de tes propres commerces. Et tu vas vouloir aussi échanger tes commerces que tu n'as pas de besoin contre des commerces qui vont compléter tes séries ou étendre la taille de tes commerces existants. Euh, Jeu ultra simple dans lequel il y a quand même beaucoup d'hasard parce qu'on va piger nos tuiles et nos terrains chaque tour. Euh, Sauf que les échanges sont juste tellement élégants dans ce jeu-là, en fait. C'est pratiquement possible de calculer la valeur de toutes les choses. Donc, c'est des échanges qui sont vraiment basés sur la logique, en fait. Ouais, mais c'est une des raisons pourquoi c'est un jeu d'échange qui se retrouve quand même assez élevé sur. Dans ton top. Ben, qui se retrouve dans mon top parce qu'en effet, les jeux d'échange, des fois, je. Pas trop un fan, des fois, je trouve que c'est plutôt chaotique. Des fois, les phases d'échange peuvent être interminables. C'est quand même quelque chose qui peut arriver dans Chinatown, là, dans les derniers tours de la partie, là, des fois les phases d'échange sont assez longues. Mais en effet, comme tu peux pas mal calculer la valeur de chaque échange, tu peux pas mal savoir si c'est un bon échange ou pas, puis si tu serais capable de négocier un petit peu plus fort, peut-être aller chercher un petit peu plus de marge. Euh, donc, c'est ça qui est le fun, là. Puis, tu sais, c'est purement un jeu d'échange, dans le sens que, oui, il y a plein d'autres phases dans le jeu. Il y a peut-être 5 phases dans un tour, sauf que, tu sais, tu piges des tuiles, tu piges ça, tu piges des cartes, tu as tes terrains, tu mets tes pions sur tes terrains, puis là, t'échanges. Puis là, l'autre phase, tu C'est piges ça, des tuiles, exactement. tu piges des cartes, tu mets tes pions sur tes terrains, puis là, t'échanges. Fait qu'en réalité, c'est juste de la maintenance, le reste, là, parce que le jeu, c'est carrément juste l'échange. Ben oui, tu échanges, puis après ça, tu builds, là, mais tu sais, ça pourrait être fait en même temps, Oh là. ouais, c'est vraiment un 95% de ce jeu-là, c'est des échanges C'est en ça, fait. le reste, c'est de la maintenance, là, en gros, là, tu sais. Donc, c'est ça, c'est un peu dans la pure forme des jeux de négo, d'échange. Clairement, la chance peut avoir une influence, c'est-à-dire si tu piges vraiment plein de terrains un à côté de l'autre, plein de tuiles, de types de bâtiments pareils, ben clairement, ça va t'avantager parce que c'est ça que tu essaies de faire, en fait, placer des bâtiments pareils un à côté de l'autre, puis tu sais, on parle pas juste de deux, on parle de comme jusqu'à six, si je me trompe pas. Euh, Ouais, c'est ça exactement. Fait que ça demande quand même un peu de... Tu sais, quelqu'un pourrait être plus chanceux puis exact. en piger plus qui fit au même endroit. Ouais. Mais C'est pour ça que je trouve qu'à 5 joueurs, c'est peut-être un peu trop.
Ok. Parce que tu piges beaucoup moins de tuiles, en fait. Ouais. Là, tu vas en piger, je Moins pense, juste d'options. 3 par tour, quelque chose comme ça. Donc là, vraiment, la chance, elle a un gros impact. Ouais. Là. Mais en même temps, tu sais, la négo t'aide beaucoup à contrer cette chance-là. Puis, tu sais, j'ai pas eu de partie où c'était vraiment problématique, où un joueur avait trop toutes les bonnes choses, puis qu'il n'y avait pas à échanger, tu sais. Non, la plupart du temps, la diversité est assez grande pour que tu aies quand même besoin tout le temps d'échanger. Euh, Puis tu sais, tu disais justement, c'est pas un jeu où tu sais, tu vas vraiment fourrer le monde parce que tu peux pas vraiment, parce que la valeur de ton échange, tu peux pratiquement la Ouais. calculer avec exactitude. Donc, ce que je trouve intéressant de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu où tu vas, au lieu d'essayer, genre, justement, d'avoir le monde, c'est plus un jeu où tu vas maximiser les échanges, tu sais. Tu veux faire le plus d'échanges possibles qui sont avantageuses pour toi et pour l'autre personne. Et au final, souvent, la personne qui gagne une partie de Chinatown, c'est pas celle qui a le plus fourré le monde, c'est celle qui a fait le plus d'échanges, tu sais. Mm. Ouais, c'est ça. Fait que pour moi, c'est un classique de jeu d'échange. C'est un incontournable dans cette catégorie-là. Tu sais, c'est clairement un jeu là, super marquant là, pour moi. Puis bon, il est encore, tu sais, lui, il est encore assez disponible là, malgré son âge. Là. Il a été réédité il y a quelques années. Puis je pense qu'il est quand même assez trouvable, là, encore assez disponible. Oui, absolument. Ben, ça fait le tour de notre top 5 de jeux de bluff et de négociation. Oh yes! Ben, c'est sûr qu'on n'a pas parlé d'un jeu en particulier qui aurait pu être dans notre top. Il s'agit du jeu Acquire. Donc, jeu de Sid Saxon des années 80. Alors, non. Un genre de pas de réédition, mais un jeu qui aurait pu être le Monopoly. Bon, en fait, je sais que c'est un jeu qui ne comporte pas Il comporte pas d'échange. d'échange du tout. C'est normal qu'on n'en ait pas parlé, là. C'est normal qu'on Mais n'en tu ait pas sais, parlé, Simon, là. je voulais juste encourager les gens peut-être à Non! essayer de jouer à Acquire en se donnant la liberté de faire des échanges. Ça Sérieusement, transforme vraiment le jeu. Hein. sérieusement, Simon, là, je pense que les 5 premières games de ça, on jouait avec des échanges jusqu'à ce que je me rende compte qu'il n'y avait pas de foutu échange dans ce jeu-là. Puis le jeu durait 4 heures, même, à cause qu'il n'y a aucune structure d'échange. Pour ça que je suis bouglé des jeux d'échange, voyons donc, vous encouragez pas les gens à jouer à Aquarium avec des échanges, là. Il est bien correct, le jeu sans échange, là. Dites-vous seulement que si vous avez jamais joué à Acquire, vous êtes mieux de vous introduire à ce jeu-là avec la philosophie des échanges. Ah, come on. Ça, je suis pas d'accord. Donc, je sais pas si toi t'as un mot de la fin sur les jeux de bluff, de négociation. Non. Ouais, non, ça, des fois, les mots de la fin, ça vient. Des fois, Des fois, ça vient pas. ça vient pas, exactement. De toute façon, on avait dit qu'on allait faire ça short and sweet aujourd'hui. Je pense Ah qu'on là est là. déjà rendu à la limite. On est pas mal à la limite, ouais. Dé- Parfait. Donc, Ça sera ben, pas en comme à bas d'une heure, en l'habitude, tout cas, sinon. Ça, c'était sûr. Hein. on va peut-être falloir couper le bout sur Acquire au montage. Mais... merci beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. En fait, c'est très apprécié. On est à la recherche de notre 100e like, donc on s'approche de ça graduellement. Partagez les épisodes que vous trouvez intéressants, c'est toujours apprécié. Sinon, si vous voulez télécharger directement les épisodes sur Android, Google Play Music et sur iPhone, vous allez sur iTunes, vous tapez Balado Ludique et vous allez nous trouver assez facilement. Sur ce, JF, je te remercie énormément et je te souhaite une très bonne soirée. Alright, merci à toi, Simon. À bientôt.